Merci à tous. Donc, on va commencer cette première table ronde qui est dédiée à comment améliorer le suivi des équipements pendant le cycle de vie pour garantir la sécurité des personnes qui les utilisent. Donc, une table ronde, j'appelle forcément et j'accueille avec grand plaisir nos speakers du jour. Donc, Florence, Mohamed et Denis, je vous invite à me rejoindre et à vous installer. Prenez place sur les fauteuils. Allez-y. Prenez un micro si vous le souhaitez. Hop. Parfait. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que donc vous connaissez déjà tous les uns les autres, parce que vous avez fait partie d'un même groupe de travail chez GS1, donc je vous propose qu'on se tutoie aujourd'hui. Et qu'on commence par un petit tour de table, si vous le voulez bien, pour que vous puissiez à la fois vous présenter et présenter également vos entreprises. Alors, honneur à toi, si tu veux bien, Florence, pour te présenter. Merci. Donc, je suis Florence Livreau, je suis ingénieure de recherche pour Engie, au sein de Engie Lab Crigène. Nous sommes présents pour accompagner nos BU dans les 70 pays pour établir des nouvelles méthodes, pour régler leurs problématiques. Nous agissons aussi au niveau de la tête de groupe sur des problématiques spécifiques qui concernent toutes nos business units, qui sont entre autres la sécurité, la santé, sécurité de nos personnes. À ce titre, mon équipe, Engie Lab Crigène Nanotech, avons créé des solutions pour démontrer et permettre aux intervenants de voir réellement ce qu'est la traçabilité des personnes et des biens. Merci Florence. Je vous propose qu'on continue. Mohamed, à côté. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ah, pardon. Hop. Mohamed Trabelsi, je suis responsable équipement protection individuelle, en charge aussi de missions transverses sur la normalisation et l'innovation à la direction technique à l'OPPBTP. L'OPPBTP est un organisme de prévention pour la branche, pour le BTP, c'est une spécificité française. Donc on accompagne l'ensemble des entreprises du BTP en France sur la promotion de la prévention, l'amélioration des conditions de travail, réduire les accidents et les maladies professionnelles. En lien avec l'événement aujourd'hui, il y a une des missions qui est la plus importante, c'est surtout promouvoir tout ce qui est innovant à valeur ajoutée en prévention et en protection. Donc on attend beaucoup de nous, en tout cas la profession attend beaucoup de nous pour faire le tri notamment entre ce qui est gadget et ce qui est à valeur ajoutée. Il y a un foisonnement de tout ce qui est innovation aujourd'hui, donc on a besoin de voir réellement quelles sont toutes les pistes, toutes les innovations qui ont un réel valeur ajoutée. Donc voilà, on fait le lien, en fait, notre point d'orgue surtout, c'est le lien avec les préoccupations du terrain. Donc on a une ingénierie très terrain et on est très vigilant sur tout ce qui est toutes les conditions réelles, les conditions d'utilisation et ça nous permet par la suite de maintenir cette synergie, avoir un regard de préventeur sur tous ces aspects-là. Merci Mohamed. Et pour finir ce tour de table, du coup, Denis, je te laisse. Bonjour. Donc, Denis Mouvroux, en charge du product management et de l'innovation au sein de Catu. Nous y voilà. Catu, qui est un fabricant spécialiste de la prévention électrique. Donc, en quelques mots pour décrire l'entreprise, c'est une entreprise de 180 employés pour 42 millions de chiffre d'affaires. L'entreprise fait partie du groupe SICAM, qui est une ETI de 3000 personnes avec un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros environ. Nous fournissons dans 160 pays des produits de sécurité, donc sécurité individuelle, collective. Nous fabriquons une grande partie de nos produits en France. Nous possédons jusqu'à des laboratoires haute tension qui sont sous l'accréditation COFRAC. Nous nous appuyons en termes de développement sur un pôle IoT qui est un pôle interne au groupe SICAM. Et puis par ailleurs, donc, nous avons la médaille d'argent en termes de RSE, un point sur lequel nous reviendrons au cours
cours de la discussion. Donc, pour illustrer le type de produit que nous réalisons, il y a des EPI, des casques, des gants isolants, des chaussures à semelles isolantes. Il y a des EPC, ce sont des tabourets isolants. Enfin, il y a beaucoup d'isolants dans le domaine électrique. Des nappes isolantes, donc des perches, des échelles isolantes. Ensuite, d'autres produits qui sont également soumis à un suivi réglementaire, ce sont des détecteurs de tension, des presses hydrauliques, des mises à la terre, des outils isolants 1000 volts. Donc il y a tout un panel de produits qui sont soumis à un contrôle périodique dont la périodicité peut être variable. Et on reviendra au cours de la discussion l'intérêt de la codification GS1. Par ailleurs, nous effectuons des audits également pour du TST, du travail sous tension. Cela nous amène une bonne compréhension des attentes des clients et des risques associés. Par ailleurs, donc, nous sommes membres de groupes de travail au niveau de la normalisation, ce qui nous donne aussi des entrées de données très importantes pour nos développements et assurer la sécurité des opérateurs. Merci du coup à tous les trois pour vos présentations et les présentations de vos entreprises. Alors si on commence maintenant par les premières questions de cette table ronde, Florence, je vais commencer par toi. Chez Engie, en tant que donneur d'ordre, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le suivi justement de ces équipements et de vos outils ? Alors, les difficultés sont multiples. La première et essentielle, c'est que nos business units ont tous une indépendance vis-à-vis de la holding. Ça veut dire qu'ils peuvent choisir leurs moyens de traçabilité, choisir leur équipement de sécurité, choisir leur fournisseur. Il n'y a pas un mot d'ordre général qui arrive de la tête de groupe. Ça veut dire aussi sur le terrain que chacun a mis en place de l'identification suivant ses besoins. Donc on retrouve des identifiants, les plus petits à 3 caractères et le record à 64 caractères, assez difficile à manipuler. C'est encore un niveau au-dessus, c'est que le même identifiant peut se retrouver dans 2 business units. On a un exemple qui est le casque blanc industriel, casque blanc de chantier, qui est très très développé comme référence. Il représente aussi bien un casque simple qu'un casque avec visière, avec jugulaire. On n'identifie rien. Le choix ne peut aujourd'hui être porté que par le côté législatif, normatif, standard. S'il doit y avoir changement, ça impliquera beaucoup d'implications chez nous. Nos ingénieurs qualité QHSE sont conscients, mais ils veulent des moyens. Et voilà, la plus grosse problématique est là. D'accord, donc en effet, un besoin d'harmonisation et de standardisation pour vous aider à mieux suivre vos équipements. C'est ça. Ils sont conscients de ce que ça leur coûte, c'est-à-dire à peu près 200 heures de travail. 15 jours hommes pour 200 équipements. La seule voie qui est un peu vue, c'est les équipements soumis à étalonnage ou à certification qui, eux, sont tracés de façon beaucoup plus rigoureuse, souvent sous format papier, classeur, des choses comme ça, peu informatique. D'accord. Donc oui, et c'est en plus une obligation que vous avez d'être conforme et de vous assurer que vos agents portent des équipements qui sont conformes pour assurer leur sécurité. Bien sûr, c'est notre responsabilité. Tout à fait. Alors Mohamed, maintenant, en tant qu'organisme, vous, de prévention, est-ce que tu peux nous dire un peu plus les difficultés qui sont rencontrées par les acteurs, justement, du BTP ? Tout à fait. Alors, on a plusieurs difficultés. La majeure, ça rejoint un peu ce que vient de dire Florence, et surtout le besoin vraiment en harmonisation, donc en termes de process. Il faut savoir que dans le BTP, il y a tout ce qui est temporaire, les chantiers temporaires. Il n'y a pas que les chantiers, il y a aussi des entreprises. Donc chaque chantier a ses spécificités, chaque entreprise a ses propres besoins. Dans une entreprise, il y a plusieurs métiers. Chaque métier a ses propres besoins aussi. Lié à ça, chaque métier a besoin aussi d'équipements différents. On se retrouve en fait avec plusieurs équipements,
plusieurs matériels, plusieurs engins, les équipements de protection individuelle, alors on n'en parlons pas. Donc il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une harmonisation en termes de gestion de tout ça. Et on se trouve avec, voilà, chacun essaie, on verra en détail tout à l'heure, mais chacun essaie un peu de faire de son mieux. Donc il n'y a pas vraiment de procédure unique, partageable aujourd'hui avec l'ensemble. On a fait une enquête interne, nous, à l'OPP BTP. Il y a 49% en fait des répondants du BTP qui ont montré, qui nous ont partagé cette difficulté d'accompagner les préventeurs, d'accompagner les responsables HSE et QQSE pour les aider à tracer. Et la traçabilité, donc c'est très, très compliqué, notamment en cas de contrôle. Là-dessus, donc, on peut imaginer aussi des cas un peu extrêmes. C'est un contrôle d'inspection de travail, un souci de conformité, on arrête l'activité, on arrête la production. Il y a une deuxième difficulté liée surtout au sens même de si je peux dire, de la chose. C'est que les vérifications réglementaires obligatoires, les entreprises qui sont motivées par l'aspect réglementaire, malheureusement, passent à côté de la finalité de la réglementation. Donc la réglementation dit qu'il faut faire, c'est pas parce que c'est réglementé qu'on va le faire, et on passe à côté de l'intérêt. Pourquoi le faire? C'est pour garantir cette conformité, protéger l'utilisateur. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait un texte au Code du travail qui dit clairement que les équipements de travail, les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, installés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité au travail. Et limiter l'exercice à dire bon, je suis conforme, je respecte la loi. On se trouve un peu, c'est pas du tout suffisant, notamment la responsabilité de l'employeur qui consiste à mettre à disposition, non seulement mettre à disposition, mais aussi assurer la vérification pendant la mise à disposition, durant l'utilisation et la VGP. Et il y a aussi une volonté aujourd'hui d'aller jusqu'à la fin de vie du produit. Il y a une dernière difficulté, c'est pour ceux qui sont motivés par l'intérêt de l'exercice, et que derrière il y a la volonté de garantir des équipements conformes pour protéger les salariés, ils sont confrontés à la difficulté de la tâche. Donc c'est chronophage, généralement le retour terrain c'est chronophage, j'ai envie de le faire mais je manque d'outils, c'est compliqué, donc on va se trouver avec des classeurs, des papiers, des fichiers Excel qui sont loin de l'outil ou loin de l'équipement qui est concerné. Et cette difficulté-là, on la ressent vraiment, qui peut être vraiment un frein pour pouvoir un peu répondre à l'objectif et la finalité recherchée. Merci Mohamed pour ce témoignage. Donc oui, puis ce que tu disais aussi en préparation de cette table ronde, c'est qu'il peut y avoir en plus une hétérogénéité entre est-ce qu'on est une entreprise bien structurée avec des process en place et un artisan indépendant. Du coup, la difficulté n'est pas la même. Et ce que tu dis, les besoins avec des outils qui soient simples, faciles pour que cette traçabilité devienne effective, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ce que j'ai dit, ça couvre vraiment tout type d'entreprise, grande entreprise ou artisan ou petite structure. C'est vraiment problématique, traçabilité, c'est vraiment problématique commune à l'ensemble des entreprises. Merci Mohamed. Alors, côté CATU, côté fabricant, Denis, est-ce que tu nous disais que vous aviez déjà, vous, des numéros de série que vous portiez sur vos équipements ou vos outils, et pour autant, ça ne suffisait pas. Quels étaient les problèmes que vous aviez chez vous? Alors oui, nous avons des numéros de série, une sérialisation de nos produits depuis plusieurs décennies et depuis une dizaine d'années sur des EPI, notamment des gants isolants. Le problème que nous avions rencontré est vraiment un manque d'interopérabilité. C'est-à-dire que nous avons un code propriétaire que nous pouvons exploiter sur nos produits, et puis après, le reste de la chaîne se retrouve relativement limité. Donc ça, c'est un point qui est important, surtout dans le cycle de vie, quand on arrive au niveau des contrôleurs. Ils ont une information à laquelle ils n'ont pas accès. Le deuxième point, c'est l'effet inverse, en fait, l'effet miroir au niveau du SAV, ou du maintien en conformité des produits. Nous retestons des produits pour des entreprises, voire des concurrents, qui peuvent ne pas avoir de produits de notre origine, de notre fabrication, donc avec des codes que nous ne pouvons pas lire. À partir de là, nous n'avons pas accès à l'historique et au suivi du traitement du produit, des essais. Les essais que nous réalisons peuvent nous permettre de déterminer, d'anticiper des défaillances de produits
Quand nous avons accès à l'information, à l'historique, nous pouvons suivre la course de dégradation du produit. Et quand il n'y a pas d'interopérabilité, eh bien, voilà, nous ne pouvons pas anticiper les défaillances. Et donc du coup, là, le mot-clé qui est pour toi, qui ressort, c'est interopérabilité, ce langage commun pour assurer le suivi, et notamment quand on est plusieurs parties prenantes pour effectuer ces opérations. Et quand on fait un suivi en SAV, ça porte tout son sens. Tout à fait. Merci à tous les trois déjà pour ces problématiques. Vous avez, je disais tout à l'heure en introduction, vous avez collaboré ensemble à un groupe de travail, vous êtes venus aussi chez GS1. Florence, est-ce que tu peux revenir sur cette collaboration-là, un rapide historique de cette collaboration et les étapes qui ont eu lieu? Tout à fait. En fait, le premier groupe de travail s'appelait Idéo Énergie. Il était à l'initiative du gouvernement Hollande, donc déjà 5 ans, et il a été encadré par le CNRFID, qui s'appelle aujourd'hui ConnectWave. Le but était de recueillir les besoins des industriels de l'énergie et des fabricants, donneurs d'ordre, de l'ensemble de la chaîne. 3 sujets sont apparus. 2 qui étaient les réseaux enterrés et la traçabilité des outils vraiment mécaniques n'ont pas eu l'unanimité. Celui qui a fait consensus était la traçabilité des équipements de prévention, protection, tout ça. Le CNRFID, malheureusement, ne pouvait pas nous accompagner, bien qu'on ait exprimé ce besoin commun, ne pouvait pas nous accompagner vers un standard. D'où notre rapprochement avec GS1, 2 nouveaux entrants dans la discussion pour établir ID Safety, voilà, et d'aboutir à une norme commune de marquage. Et CATU et OPBTB ont également fait partie de ces groupes de travail. Donc, si vous voulez compléter tous les deux, messieurs, aussi votre participation dans ces groupes. Oui, donc nous avons rejoint ce groupe avec plaisir. Nous travaillons sur une solution qui permettait d'exploiter notre code en propre. Et dès que nous avons appris qu'il y avait un groupe de travail qui permettait de rendre lisible de manière plus universelle une codification, eh bien, nous avons rejoint ce groupe qui permettait de lever les contraintes que nous avons exprimées auparavant. Côté OPP-BTP également. De notre côté, c'était... Alors, j'ai pas vécu les 5 ans de Florence sur le sujet. Pour nous, à l'époque, c'était vraiment par rapport à l'intérêt de l'exercice. Donc, on cherchait des solutions qui permettent d'aider les entreprises pour garantir cette traçabilité. On était confronté rapidement à la difficulté de subir, notamment pour les EPI, on achète plusieurs équipements de plusieurs fabricants différents et on était confronté directement à une identification, comme précisait Denis, par fabricant. Et on ne voyait pas trop l'intérêt par rapport à ça et on voulait avoir quelque chose qui permet, quel que soit le fabricant, mon fournisseur, j'arrive à lire les équipements que j'ai. J'étais agréablement surpris par une rencontre avec Diana dans un salon Préventica qui m'a touché, donc elle m'a touché un mot sur le sujet. Elle m'a informé qu'il y a des travaux, donc j'ai intégré le groupe rapidement. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est le tour de table. C'est vraiment le fait d'avoir plusieurs fabricants autour de la table, voir aussi les différentes parties prenantes. Et cette valeur ajoutée, donc, venant de la normalisation, donc je connais aussi un peu la normalisation, cette richesse de tour de table, le consensus rapide fait que je pense, je constate aujourd'hui cette rapidité par rapport à un document normatif si on se lance dans un document normatif avec les procédures et les systèmes français de normalisation, ça va prendre plusieurs années, alors que le travail avec GS1 a été efficace et rapide dans ce sens. Et merci à tous les trois pour vos participations actives à ces groupes et à la participation aussi des autres acteurs qui ont permis en effet de nous aider et de mettre en place
ID Safety Equipment que Diana a pu vous présenter juste avant. Alors venons-en maintenant aux solutions que vous avez pu mettre en place au sein de vos organisations pour justement faciliter cette traçabilité de vos équipements et de vos outils. Denis, je te propose de commencer par toi, si ça te va, avec les solutions côté oui. CATU. Oui, alors nous avons commencé par adopter le standard GS1. Alors on ne va pas faire trop de publicité non plus pour GS1, mais c'est la réalité. C'est un code qui est partagé, partageable, qui a une représentation bien compréhensible. Et donc, pour nos équipements, nous avons choisi de les taguer avec ce code. Ça peut être un code 2D, donc préférentiellement, c'est un code 2D en data matrix que nous utilisons. Et nous pouvons aussi utiliser du RFID. Donc, nos produits sont équipés de ces deux codes qui permettent un suivi de la traçabilité tout au long du cycle de vie du produit. Ensuite, comme nous étions en phase de développer une solution pour utiliser les codes de suivi, nous avons adapté notre solution qui s'appelle CheckMe pour pouvoir suivre une fois de plus... oui, voilà. Donc une solution qui s'appelle CheckMe qui nous permet de suivre pas à pas l'évolution de la conformité, de l'état de conformité du produit. Donc, c'est une solution qui s'appuie sur un numéro unique, un identifiant unique, donc qui est le code GS1. C'est une solution qui nous permet d'avoir un tableau de bord, une vision de l'ensemble d'un parc. Il y a un équipement, un ensemble d'équipements chez les clients qui peuvent être suivis de manière numérique avec des notifications 30 jours avant la fin de conformité auprès d'un administrateur. Donc en fait, l'administrateur reçoit 30 jours avant la date de fin de conformité une alerte. Merci Denis. Donc du coup, tu dis que vous avez intégré l'identification GS1 sur vos équipements, vos outils, le marquage associé, et ça arrive jusque dans votre solution. Quels sont les bénéfices qui sont apportés par cette identification unique ? Alors on le voit, ça permet de suivre, donc je me répète, mais c'est important de suivre tout au long du cycle de vie l'état de conformité du produit, d'en être informé, d'avoir une vision immédiate de l'état de conformité du produit. Donc on a des alertes, les opérateurs ne se mettent pas en danger. On a des gains d'efficacité opérationnelle également, ça nous permet d'avoir des gestions d'inventaire, ça nous permet d'éviter des interruptions opérationnelles, puisque quand on sait prévoir quand un équipement ne va plus être en fonctionnalité, en conformité, on peut anticiper et à partir de là, s'organiser pour donner un équipement de substitution le temps que le produit passe par la phase de contrôle. C'est également un outil qui est utile pour les contrôleurs, alors contrôleurs internes, externes, qu'ils appartiennent à l'entreprise utilisatrice, à notre entreprise en propre, ou alors des contrôleurs complètement externes en sous-traitance. Donc ils ont accès et visibilité à l'ensemble de l'historique des rapports, ils ont accès à des notices d'emploi, à des vidéos, à des caractéristiques produits. Ça, c'est important pour les utilisateurs de s'assurer que le produit est en accord avec l'utilisation que l'on veut en faire. Donc c'est un vrai tableau de bord qui se décline de par cette application. Et je vous invite à aller voir cette application au stand produit tout à l'heure à la pause. Et puis tout à l'heure, comme on le disait, il y a une présentation des offreurs de solutions qui va être faite. Et à ce titre, tu pourras, ou une personne de l'équipe pourra présenter un petit peu plus en détail la solution que vous avez développée. Ça vous permettra aussi de poser des questions si vous en avez également. Merci Denis pour ça. Florence, de votre côté chez Engie, quelles sont les choses que vous avez mis en place, les solutions que vous avez testées chez vous ? Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la traçabilité unique dans toutes nos BU est impossible. Donc, nous avons préféré, en tant que chercheurs, attaquer le problème à la source, c'est-à-dire de montrer une solution, donc il y a une solution qui a un POC, qui se base sur un portique RFID pardon, pour simuler nos entrées de site, nos entrées de utility, et une solution portable basée sur un lecteur RFID et code barre 2D pardon, sur Android. Nous faisons des démonstrations régulières. Oh, merci. Ils sont petits soins. Hein. Merci.
La prévention. Merci. Nous faisons des démonstrations régulières aux ingénieurs QHSE et ces démonstrations sont suivies de séances de travail pour les écouter, adapter les besoins, remonter les besoins auprès des donneurs d'ordre. C'est un travail de longue haleine, mais on espère arriver. Ce qui ressort, la première idée qui ressort suite à ces entretiens, c'est qu'il y a une volonté quand même d'utiliser, ils ont compris que l'utilisation d'un standard est pas négative. Et donc il faudrait que ce standard, la prochaine étape, c'est que ce standard soit utilisé dans nos registres de sécurité comme l'identifiant unique. Ça serait déjà une étape essentielle puisque ce registre existe dans toutes nos entités. Il est obligatoire, donc utilisons-le. Voilà. La suite sera un peu plus longue. La mise en place sur le terrain via l'utilisateur. Le POC démontre l'intérêt pour les donneurs d'ordre puisqu'il est ouvert pour les donneurs d'ordre, les certificateurs, les utilisateurs et le dernier maillon qui n'est pas négligeable, c'est l'acheteur. Puisque c'est lui qui peut démontrer par la traçabilité ses besoins, ses volumes. Et actuellement, c'est l'utilisateur qui vient voir le manager en disant « remplacez-moi mon casque, il est peut-être périmé, il n'y a pas d'alerte ». Et c'est l'étape qu'on souhaiterait supplémentaire. Et du coup, avec ce POC-là, je suppose que vous avez analysé, vous avez étudié les gains potentiels pour essayer de valoriser cela. Est-ce que tu peux nous en partager, s'il te plaît ? Oui, alors cette étude, bien sûr, a été demandée par notre tête de groupe. Les gains seraient d'environ 20%. Financier, tu parles ? Financier, bien sûr. Hein. Je ne parle pas des accidents de travail. Ça, il y a toute une problématique. Le pays ou le PC n'est pas le seul élément dans la sécurité. Mais les gains sur nos achats, sur les rotations de nos produits, sur le fait de passer des commandes groupées vis-à-vis des certificateurs, de mieux anticiper nos besoins. On peut faire appel à des marchés dans ce cas-là et faire vraiment des gains immédiats. C'est assez simple à mettre en œuvre. On a fait quelques études concrètes. Ça peut être rentable dès une centaine d'électriciens, par exemple. On peut avoir un gain qui serait même de l'ordre de 50%. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, en effet. Si ça permet en plus de faciliter pour ce suivi-là de vos équipements, de votre gestion de parc, qui peut être en effet énorme, et de ensuite prévenir des risques professionnels, c'est une bonne solution. Bien sûr. Louper un étalonnage, louper une certification est beaucoup plus cher que de mettre un code barre et de tracer à toutes les étapes. Merci Florence pour ce partage et ces montants aussi de gains financiers potentiels qui sont apportés. Mohamed, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, quel bénéfice est-ce que tu vois dans cette adoption de cette démarche GS1 ? Alors, le premier bénéfice, c'est surtout de faciliter la tâche pour les entreprises. Un point central, c'est juste un point central, hein, un logiciel unique, une application unique qui permet de gérer tout le parc des équipements individuels, de tous les autres équipements, du matériel. Ça évite à chaque fois d'ouvrir une application différente, ça évite à chaque fois de s'éparpiller et perdre du temps entre plusieurs outils. Donc, avoir un moyen unique d'identification pour l'ensemble de tout le parc, ça peut que faciliter la tâche et ça sera vraiment... si le préventeur ou le responsable en charge doit se connecter sur un logiciel, il ouvre un seul quand il doit le faire et il gère tout avec ça. Bien évidemment, on attache beaucoup d'importance au respect des données et tout ce qui est fait respecte parfaitement le RGPD. Derrière l'efficacité, ça veut dire un gain de temps qui est chiffré, comme vient préciser par Engie, quand vient préciser Florence, donc un gain de temps en nombre d'heures, en gain aussi économique. Ça permet de garantir aussi un parc qui est opérationnel.
On évite de découvrir à la dernière minute, le jour J, que j'ai un souci d'équipement qui n'est pas conforme, que en cas d'inspection, avoir des difficultés à prouver la conformité de l'équipement. Le fait est aujourd'hui aussi, on a constaté aujourd'hui surtout sur certains équipements la difficulté à faire des rappels. L'inspection de travail, la DGCCRF fait bien évidemment son travail là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais entre la décision de rappel jusqu'à la descente terrain, le fabricant, le distributeur, on arrive après, on risque de louper des choses. C'est très, très, très complexe. Avoir un outil qui peut faciliter aussi jusqu'au rappel en cas de défaillance, parce que c'est très compliqué de laisser dans les entreprises des équipements défaillants. Ça peut aussi, je pense, avec ce type de solution, ça peut aussi améliorer les choses. Bien évidemment, si on peut aller jusqu'à en un clic, je check mon stock, je clique, je fais des commandes. Alors là, je peux tout anticiper et régler plusieurs choses en même temps. Le dernier bénéfice que je vois, c'est important aussi, c'est la confiance que l'opérateur, l'utilisateur final va avoir sur l'équipement. Donc c'est parfaitement logique, hein, quand on sait que c'est bien tracé, c'est bien conforme, ça a été entretenu, vérifié. Le salarié aura beaucoup plus de facilité à le porter sereinement. Il sait que son employeur prend soin de ses équipements. Donc, c'est pas du tout la même chose entre quelqu'un qui prend son harnais pour un travail en chute de hauteur. Il a un doute sur la conformité de l'ancrage ou du harnais par rapport à quelqu'un qui est sûr que son équipement va le protéger. Donc ça aussi, c'est un bénéfice qui doit être pris en compte. Donc en fait, pour résumer, je trouve que la solution répond à 3 objectifs majeurs. Il y a la performance, il y a la protection, il y a aussi l'aspect environnemental si on veut aller jusqu'au recyclage classique du produit, ou aussi le traitement des EPI dangereux. Le risque chimique, par exemple, les EPI risques chimiques doivent passer par un traitement spécifique. Donc ça coche les 3 cases, protection, performance et environnementale, ce qui est très très important. Bien sûr, et plus on a d'historique sur les produits et par quelles étapes ils sont passés, c'est aussi plus facile en effet au moment de la fin de vie de pouvoir lui accorder potentiellement une seconde vie à ce produit si on a tout l'historique précédemment. Tout à fait. Et dans les enjeux, comme le disait Didier en introduction, hein, d'économie circulaire, ça, c'est important, c'est un des points également. Donc merci à tous pour les présentations de vos solutions, des bénéfices que vous pouvez voir, et on voit, ça nous donne un peu un point un peu plus concret, ça rend un peu plus concret l'usage de standards et comment est-ce que cette identification unique va vous permettre de gagner en efficacité, de réduire ou prévenir les risques professionnels également, et de vous ancrer dans cette économie circulaire. Alors on approche maintenant, je regarde le timing de la fin de cette table ronde, et du coup j'aimerais vous poser la même question à tous pour cette fin de session. Quels sont les leviers pour accélérer l'adoption des standards de marché comme peuvent l'être les standards GS1 au sein de vos organisations, mais aussi au sein des différentes parties prenantes? Quels sont les messages que vous souhaiteriez faire passer aujourd'hui? Mohamed, je te redonne la parole. Merci. De notre côté, je pense qu'on peut jouer un rôle important pour inciter les entreprises, d'abord les fabricants, à utiliser largement le même codage. Étant donné qu'il y a un consensus aujourd'hui là-dessus, sur le contenu, et que ça soit intégré dans les cahiers des charges. Donc à partir du moment où je pense que l'intérêt de la solution, elle doit être partagée le plus largement possible, sinon on passe à côté de son intérêt majeur. Intégrer les distributeurs aussi dans cette démarche-là aussi, parce c'est vraiment le dernier maillon par rapport à l'acheteur, à l'utilisateur final. Il faut qu'il soit aussi intégré. Donc, pour résumer, je pense que notre rôle surtout consiste à démocratiser le plus largement possible la solution, qu'elle soit visible, mettre l'accent sur sa valeur ajoutée en prévention, protection, performance et aussi en aspect environnemental, et qu'elle soit largement utilisée.
Denis, je te laisse continuer. Oui, pour notre part, je pense que la RSE, donc responsabilité sociétale en entreprise, peut être un vrai accélérateur de l'adoption de cette codification. Il y a un aspect donc social. On améliore la sécurité et la prévention du risque des opérateurs. Et d'un autre côté, sur le plan environnemental, on arrive à allonger la durée de vie du produit. Donc, ce sont deux facteurs qui donnent des points au niveau de l'assessment de la RSE. Beaucoup d'entreprises sont de plus en plus stimulées. On a montré le logo EcoVadis en préambule. L'adoption de ce type de codification va donc permettre aux entreprises de se positionner déjà dans le futur pour être de plus en plus reconnues et acceptées par leurs pairs et puis par les utilisateurs également. Un autre point, c'est que la SST bouge et de nouvelles exigences apparaissent au fur et à mesure avec un agenda qui est déployé. Si ce type de codification, non pas pour la codification, mais ce qu'elle apporte, les bénéfices, faisait partie des obligations de cette SST, eh ben, cela favoriserait et accélérerait son déploiement également. Forcément, bien sûr. Florence, je te laisse également, toi, faire passer tes messages et mots de conclusion de ton côté. Alors, dans le groupe NJ, l'identification, la protection des personnes, la santé, sécurité, le RSE sont des mots-clés essentiels. Aujourd'hui, on a une chance, je dirais, c'est la vente des quants. Ça veut dire qu'il y a à peu près 70 000 utilisateurs potentiels d'équipements qui vont changer de logo, changer de groupe. Et donc, c'est le moment opportun pour toutes les entités, même celles qui restent, d'identifier, puisque si on doit céder un équipement sans identification, sans contrôle, sans rien, il n'a pas de valeur. Si on peut l'identifier avec son certificat de conformité, il a une valeur dans la session. Donc, c'est important. La santé-sécurité est essentielle. Le fait d'impliquer les utilisateurs tous les jours en montrant les bonnes pratiques au niveau des directions font que sur le terrain, les gens vont être plus sensibles à calculer le nombre de lavages, à vérifier leur équipement régulièrement. Est-ce qu'il doit être remplacé? Est-ce qu'il ne doit pas être remplacé? C'est vraiment des enjeux aujourd'hui qui sont essentiels pour notre groupe. On ne veut pas que nos travailleurs ou nos sous-traitants puissent avoir un équipement non conforme sur les chantiers. Le point final idéal, ça serait d'intégrer ce marquage GS1 dans l'ISO et de trouver une solution. Là, je lance le prochain groupe de travail pour relier ce marquage et ces équipements à la personne, tout en respectant les règles sur la vie privée, mais de relier l'équipement à l'habilitation. C'est-à-dire qu'un équipement, un harnais soit donné à une personne, il doit avoir les protections collectives autour de lui et il doit avoir son équipement personnel, son casque, son harnais, tout ça, et son habilitation. C'est la dernière, c'est le document qui démontre qu'il a le droit et l'usage du matériel. À vous de jouer. Merci pour cette perspective. Oui, un petit mot, je vous invite vraiment à aller voir CheckMe par rapport à l'habilitation également. En passant. Voilà, juste pour finir, il y a déjà le passeport dans le BTP. Oui, c'est vrai. Qui existe. Maintenant, relions ce passeport individuel aux équipements. Merci du coup à tous les trois pour ces messages et vos témoignages. On a quelques minutes devant nous pour prendre des questions dans la salle, prendre des questions pour les personnes également qui peuvent être à distance. Hop, est-ce que tu veux mon micro, Diana? Je veux bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez des questions dans la salle, des gens à distance qui ont posé des questions? Allez, je passe. En fait, si j'ai bien compris, donc, pour le suivi des produits, il y a une conformité à établir.
Et j'ai pas bien compris dans le suivi du produit qui fait en sorte que la conformité et qui donne la continuité de la conformité du produit. Il y a plusieurs étapes. Il y a les équipements, on va parler des équipements simples, les casques, les vestes, les choses comme ça, qui sont conformes par le fabricant. Il fabrique des produits avec des normes NF, des normes CE, toutes les normes possibles. Le produit qu'on donne quand il est neuf, si ce n'est pas une contrefaçon, et GS1 peut nous aider, est conforme. Après, il y a des révisions régulières qui peuvent être faites en interne ou en externe. Un organisme de certification, nous avons Mohamed, mais ça peut être le Bureau Veritas, la COFRAC, il peut y avoir plein de noms. C'est des organismes externes qui vont nous donner une conformité. Ça peut être sur un équipement, mais ça peut être sur un chariot, ça peut être sur des équipements de levage. Il doit être aussi conforme. Après, il y a une conformité aussi qui est donnée après maintenance. Par exemple, le test des gants, qui doit être régulier, donne une conformité d'usage pendant une période. Voilà, nous, on a des détecteurs gaz, ils doivent être étalonnés régulièrement pour vérifier que la potentiel de détection est conforme. Et c'est fait soit en interne, soit en externe. En interne, ça va, on arrive à peu près à tracer, puisqu'on garde notre numéro. Par contre, quand on donne à l'externe, il faudrait leur donner l'ensemble de la durée de vie de toutes les interventions qu'il y a eu. Il y a eu un changement de pile, c'est pas grave. Il y a eu un changement de version, c'est pas grave. Mais il faut le tracer. Aussi bien quand je parle de version, hardware, des software. Ça veut dire que les performances ne sont peut-être pas identiques. Comment se fait le lien entre le contrôleur et le GS1, par exemple, pour donner l'information? Alors, Et juste pour ceux qui sont à distance, comment se font le lien entre le code GS1 et le contrôleur pour transmettre l'information? c'est la présentation de Diana au départ, qui est le PCIS, qui dit qui, quoi, comment, quand. Et ça, vous pouvez l'interroger, à condition que les bases de données soient partagées. On peut avoir cette information juste par la lecture du code 2D ou de la puce RFID. C'est une possibilité tout à fait faisable. Sur notre POC, on a ouvert par des mots de passe, tout simplement, des profils qui sont donnés aux personnes. Donc les gestionnaires peuvent avoir des infos et les entreprises de certification peuvent avoir des infos. Il n'y a pas de croisement au niveau du fabricant pour éviter de regarder les concurrents, leur parc, par exemple. Juste pour les néophytes de GS1, vous vous rappelez, on avait parlé du triptyque, donc identifier, capturer, partager. Les clés d'identification qui vont être capturées dans des étiquettes ou des moyens de lecture pour des lectures automatiques, mais dans une perspective de partage d'informations sur, comme l'a dit bien Florence, des questions spécifiques, un échange des données entre les acteurs, pas forcément sur une plateforme unique, mais des plateformes qui seront interopérables. Et donc c'est là où c'est très important un respect des règles sur la syntaxe et la sémantique, ce qui va permettre aux plateformes, enfin, aux bases de données de communiquer entre elles. Donc c'est là où l'accompagnement de GS1 est clé. Et donc c'est toujours pour revenir à un autre slogan, le Global Language of Business. Donc c'est vraiment avec ce respect de langage, les gens, les machines, les objets pourront communiquer plus facilement entre eux. Je passe à une question dans la salle. Pour ceux qui sont à distance, je vous passe le micro.
Merci. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, parce que jusqu'à maintenant, le GTIN, enfin le code habituel, nous permettait effectivement de descendre au niveau de la série d'un produit, ou même du lot éventuel de fabrication d'un produit. Là, on va bien descendre à un identifiant unique d'un produit. Vous mentionniez tout à l'heure, par exemple, une paire de gants ou un casque. On va bien descendre à ce casque unique. C'est-à-dire, si j'achète 100 casques, je vais avoir 100 identifiants qui vont être différents. On est bien sur un unique, enfin un UUID, entre guillemets, lié au produit. Affirmatif. Pour une paire de gants, il ne s'agit pas de la paire, mais du gant même. D'autres questions, des gens à distance ou bien en salle? Une autre question ici. Bonjour. J'avais une question, enfin 3 questions en une. Je voulais savoir si vous saviez le taux d'adoption de la solution JS1 aujourd'hui, quel était l'objectif à long terme et quelles étaient les actions qui sont planifiées pour atteindre l'objectif d'adoption. Alors sur le taux d'adoption, comme les acteurs ont pu le dire lors de la table ronde, le groupe de travail s'est réuni pour justement se définir comment est-ce qu'ils voulaient, eux, identifier leurs équipements, les outils. Donc c'est pour certains fabricants plus avancés que pour d'autres, et on a un bon exemple avec Castu ici présent. C'est une démarche qui prend du temps forcément, le temps d'embarquer aussi tous les acteurs. Comme ils l'ont dit au fur et à mesure de leur témoignage, tous les bénéfices fonctionnent aussi le jour où un maximum d'équipements sont identifiés avec un même standard, un même langage. Donc on n'est pas à 100% des équipements, loin de là. Mais c'est une démarche aussi qui se veut collaborative, où on a besoin d'expliquer, d'embarquer les rôles aussi des organismes de prévention. Mohamed le dit, on a besoin de vulgariser aussi, expliquer. Les acteurs, c'est pas des choses très faciles. En général, on ne sait pas forcément qui est GS1 et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, d'où aussi ces réunions qu'on a et ce type de conférences qu'on fait pour expliquer, mettre les gens en relation, faire du benchmark pour que les gens comprennent aussi l'intérêt. Et puis Diana l'a proposé aussi tout à l'heure, d'accompagner en forme de communauté de déploiement et d'avoir ce même groupe de travail qui a collaboré avant à la définition du standard, aller maintenant le cran d'après sur quelles sont les actions qu'on met pour aller déployer les uns après les autres. Et on vous accompagne, nous, de notre côté, de façon collaborative au sein des écosystèmes et aussi en fonction de chacune des entreprises, avec de l'accompagnement un peu plus personnalisé également, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait dans l'intention. La démarche ensuite au sein des entreprises nécessite aussi un peu d'ajustement dans les process et dans les outils qui sont utilisés. Diana, tu peux compléter aussi si tu souhaites. Je me permets de rajouter que la plupart des fabricants sont déjà adhérents à GS1 et ils les connaissent certainement, enfin peut-être certains en ont pas, mais ils ont déjà adhéré à GenCode ou à GS1, certains le savent que c'est GS1, pour attribuer un code, une référence produit à l'emballage. Et donc pour des besoins logistiques, ce code, il est déjà utilisé dans le système d'information. Là, on les invite à aller un peu plus loin, et c'est pour aller sur un mode de traçabilité pendant le cycle de vie des produits qui ont une durée de vie longue. Et donc, on passe d'un identifiant GS1, GTIN avec un code barre qu'on connaît tous dans les passages en caisse, le code GTIN, à un produit qui va être identifié avec son passeport ou tatouage, comme je vous ai dit ce matin, son passeport pendant le cycle de vie. Donc ça, là, le produit, il va porter cet identifiant et il va le garder tout au long du cycle de vie, et on va pouvoir enregistrer ces différents événements qu'il va vivre selon la vie qu'on va lui donner.
Moi, je voudrais compléter, c'est que lors de ces groupes de travail, les donneurs d'ordre ont pris quelques engagements, et les fabricants aussi, c'était de marquer le code 2D, je dirais, en remplacement du code 1D EAN. Et les donneurs d'ordre, s'ils ont besoin de la RFID, le feront apparaître dans leurs appels d'offres. De même que le marquage GS1 Datamatrix devra apparaître dans les appels d'offres. Ça, c'est une force de déploiement et d'embrigadement de nouveaux fabricants. Simplement, il suffit que nous, donneurs d'ordre nationaux, on l'indique et ça sera fait beaucoup plus facilement. Bien sûr, ça a une force, un impact supplémentaire après pour faire bouger et faire avancer cet écosystème dans l'utilisation d'un langage commun. Denis, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Un petit point très pratique au sein des entreprises qui commencent à adopter cette codification, c'est que la solution que nous proposons par exemple, mais d'autres vraisemblablement également, permet le rétrofit. Donc quand une entreprise avance avec la codification, il n'est pas nécessaire d'attendre des produits tout neufs, juste livrés, pour démarrer le principe. Donc, c'est un certain travail de rétrofiter tout un ensemble d'équipements déjà en utilisation, mais ça permet d'harmoniser le fonctionnement au sein d'une entreprise et d'assurer une qualité de sécurité équivalente à tous les opérateurs. Encore d'autres questions? Un instant, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Bonjour. Qu'en est-il des fabricants ou des utilisateurs à l'international? Nous avons, alors bon, je ne veux pas parler que de l'entreprise CATU, etc., mais nous avons des utilisateurs déjà en Asie. Donc, notre solution est en anglais, en français, en anglais, et on aura d'autres langages dans quelques temps. Donc, la codification est universelle. Quand vous achetez un paquet de Pépito qui a un GTIN 13 dessus, eh ben, c'est partout pareil. Donc, là, c'est le même principe, sauf un petit peu plus précis puisqu'on arrive au numéro de série. Merci. D'autres questions dans la salle? Hop. Oui, bonjour. J'avais juste une question par rapport à la relation entre l'identifiant du produit, mais de l'équipement, par rapport à la tâche dans un planning ou justement un bureau de contrôle et un QHSE sur chantier. Est-ce qu'il y a quelque chose de pensé justement entre la tâche et le planning, et donc son identifiant de tâche et l'identifiant de l'équipement? On n'en est pas encore à la tâche. Déjà, on veut que nos personnels soient équipés pour pouvoir accéder sur les sites. Donc l'équipement détermine le niveau de sécurité et son habilitation à entrer dans des zones gaz ou pas. Pour nous, c'est plus simple. NJ, on a le côté atmosphère explosif, ATEX, qui peut définir les équipements assez simplement. C'est très loin encore d'être le travail associé. L'habilitation peut être une passerelle entre les deux. Pratiquement, on peut imaginer, ça existe aujourd'hui, c'est proposé par certains, il y a des entreprises aujourd'hui qui le pratiquent. Par exemple, prévoir un contrôle ou la maintenance ou la vérification réglementaire périodique. Il y a certains équipements, tous les 12 mois, il faut les contrôler. Comme précisé dans le Code du travail, il y a les systèmes anti-chute ou les appareils de protection respiratoire. Et ça, on peut faire... ça existe des warnings grâce à ce système-là, des alertes qui permettent à paramétrer à -3, -2 semaines, on peut les paramétrer comme on souhaite. Ça se traduit directement par une notification chez le gestionnaire qui lui permet d'anticiper le contrôle, d'anticiper telle ou telle vérification. En cas où aussi on utilise le système pour déclarer la défaillance d'un EPI, par exemple, si je reste sur les EPI, on peut imaginer que le casque est tombé par terre, après une choc, on ne peut plus le porter. Ça rentre dans le système, ça en envoie aussi une notification pour dire attention, tel opérateur a besoin d'un nouveau casque. Donc, traduire ça en tâches, il y a plusieurs choses possibles, reste à harmoniser
reste à harmoniser tout ça. Ouais. Merci pour vos questions. D'autres questions à distance ou la salle là? Bonjour. Du coup, je me permets de poser une question à Mohamed, donc référent à ma casquette de chef de marché construction. Je souhaitais te demander, puisque nous, la filière construction est une belle filière d'abord et très complexe avec ses enjeux et ses problématiques. Je voulais savoir qu'est-ce que vous, enfin, en tant que fédérateur, ton organisme professionnel, est-ce que vous prévoyez des actions de sensibilisation par rapport à la longue chaîne qu'on a, chaîne de valeur dans la construction, et ses différentes parties prenantes, puisqu'on a une telle diversité qu'on intègre, on peut intégrer en fonction des projets de construction, des diverses acteurs qui interagissent sur un même projet. Comment prévoyez-vous de sensibiliser les différentes parties prenantes à la standardisation et pour éviter les investissements de solutions propriétaires non interopérables, justement? D'abord, avant tout, on a toujours attiré l'attention et sensibilisé sur l'intérêt de la traçabilité des équipements. Heureusement, on n'a pas attendu GS1 pour faire quelque chose là-dessus. Donc, dans tous nos livrables, nos publications, dans tout ce qu'on produit, on a toujours attiré l'attention qu'il faut la traçabilité, maintenir, entretenir ces équipements et aller au-delà de l'aspect réglementaire. C'est pas notre façon de voir les choses. Ça, c'est important, certes, mais on met l'accent toujours sur les autres valeurs ajoutées, ne pas restreindre l'opération uniquement d'être conforme à la réglementation, parce qu'il y a une finalité par rapport à ça. Donc, sur tout ce qu'on a pu produire auparavant, met l'accent là-dessus. Aujourd'hui, je pense ce travail nous donne aussi la possibilité et surtout l'occasion de rappeler et préciser qu'il y a des alternatives, il y a des solutions, il y a des outils aujourd'hui qui permettent, on prévoit partager la publication, le guide. Il y aura aussi dans nos prochaines publications, on fera référence à cela, c'est que pour être honnête avec vous, on voit beaucoup, pour répondre aussi à la question de monsieur sur l'aspect international aussi, c'est très tendance, les QR codes, les data matrix, donc il y en a qui surfent un peu sur cette vague aussi pour dire, bon, moi aussi, bon, les autres le font, moi aussi j'ai envie de le faire. Mais quand on cherche la valeur ajoutée, il ne suffit pas d'être tatoué, il faut voir la valeur ajoutée aussi derrière. Il y a quoi comme data pour reprendre le vocabulaire de Diana sur le tatouage. Donc ça aussi, ça nous donnera l'occasion de préciser. Moi, j'ai eu des commerciaux qui me présentaient un équipement avec un QR code comme Smart EPI. C'est un EPI intelligent. Il y a un QR code dessus, oui. Mais donc ça nous donne aussi l'occasion d'aller un peu plus loin et rappeler à chaque fois l'intérêt de le faire et les outils, les techniques qui peuvent le faire efficacement. La chance qu'on a, c'est qu'on touche toutes les parties prenantes. C'est qu'on arrive, on touche toutes les, quelle que soit aussi la spécificité, la taille de l'entreprise, on est là pour les servir toutes. Et c'est ça qui nous donne, via notre site internet, via nos publications, via nos formations, nos webinaires, plusieurs occasions qui nous permettent d'attirer. Alors, je ne garantis pas que demain ou dans 2-3 jours, on va monter à 100% d'utilisation, mais je pense que l'effort de chacun permettra, et surtout l'effort du marché, c'est l'utilisateur lui-même qui va demain choisir entre un équipement codé ou pas, il va dire non, je vais acheter le codé. Et étant donné qu'il y a un consensus sur ce codage, il fera le choix de GS1 sur ce codage-là. Donc aussi, il faut travailler avec toutes les parties prenantes et on œuvrera en ce sens. Merci. Question encore. Bonjour, j'ai une petite question concernant la technologie. On est d'accord qu'à partir du moment où c'est un code GS1 unique, que ce soit un code barre indé, un QR code, du NFC, la RFID, dans un monde idéal, le code est unique et tout le monde peut l'exploiter. Mais n'empêche que dans une chaîne de valeur d'un produit, de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie,
Si une fois on a un code barre 1D pour lequel il faut un lecteur 1D, si parfois on a un data matrix où il nous faut un lecteur 2D, et si parfois on a une puce RFID, comment s'assurer que chacun est en mesure de lire l'identifiant? Je pose la question parce qu'on se la pose aussi nous dans le ferroviaire, on en parlera cet après-midi. Mais est-ce que l'idée c'est d'aller jusqu'à imposer le type de marquage et la technologie à la source pour tous? Ou est-ce que dans un premier temps c'est de se dire chacun est libre entre guillemets de choisir le meilleur support à condition que ce soit GS1? Alors, je vais avoir une double réponse. Les 1D, il va être très très grand si on rajoute un numéro de série derrière. Donc là, il va falloir vraiment une grande taille. On va l'oublier. Le groupe de travail s'est basé sur 2 standards. Le GS1 Data Matrix, donc un code 2D qui comprend le code GTIN et le numéro de série, qui peut être traduit par le fabricant, SGTIN, ou en rétroéquipement, GIAI. Donc, c'est que ce code. On va oublier les QR codes, les choses comme ça, qui ne font appel qu'à une URL, mais qui ne vont pas au détail du numéro de série. L'autre moyen d'identification, c'est la RFID UHF GN2. Donc on oubliera la NFC, malheureusement, qui n'est pas encore, qui sera un moyen parfait sur place, parce que ça éviterait la dispersion des lecteurs, puisque dans les smartphones, il y a souvent des lecteurs NFC. Malheureusement, le code NFC n'est pas encore au standard GS1. Donc actuellement, on n'a que 2 types de lecture. Les fabricants, la demande des donneurs d'ordre, c'est que les fabricants mettent à minima le code 2D. Donc un simple lecteur code barre pourra suffire. Après, c'est pour une fluidité de passage, par exemple, de portique, où il peut faire le choix de mettre un tag RFID. Dans ce cas-là, ça devra apparaître dans son appel d'offres ou fait par lui-même en rétroéquipement et en GIAI. Les 2 solutions seront possibles. Donc, pour compléter, en tant que fabricant, je confirme. À la base, un code barre 2D. Donc, le surcoût est quasi nul à partir du moment où il y a un marquage déjà sur le produit. Donc, tout équipement peut être muni de ce code barre 2D. À la demande de clients, ce que nous faisons déjà, nous équipons de manière supplémentaire avec une puce RFID. Donc là, une entente avec le client, il y a un surcoût. Et il faut bien choisir la puce aussi, si l'environnement est plutôt métallique ou non, etc. Donc il y a des petites finesses, pas critiques, mais qu'il faut prendre en compte. Et à partir de là, donc, sur des clients de certaine envergure, on fait des équipements munis de RFID. Merci à tous les 3. Merci beaucoup pour toutes les questions qu'on a pu avoir. On est à la fin de cette première table ronde. Donc, merci Florence, Mohamed et Denis pour votre participation, d'avoir accepté cette table ronde. Nous espérons aussi que les témoignages qui ont pu être apportés et les réponses à vos questions vont vous apporter, voilà, c'est un éclairage supplémentaire, que vous ayez une meilleure connaissance des moyens qui sont à votre disposition également pour faciliter votre suivi, le suivi de vos équipements et de vos outils. Et tout ça dans l'objectif, bien sûr, d'assurer la garantie de la sécurité de vos collaborateurs, des agents. Donc, merci à tous. Et on a vu aussi comment la collaboration, l'identification, la standardisation prend toute sa place. Donc, merci beaucoup. On vous propose désormais une pause. Une pause avec les offreurs de solutions qui sont présents là dans la salle. Et on vous donne rendez-vous à 11h45 pour la suite de l'événement. Merci.